L'échiquier international, bienvenue à vous. Banalisation des attaques contre l'islam en France. Dernier sujet en date, le séparatisme ou l'entrisme des supposés radicaux musulmans dans un rapport intitulé sobrement Frères musulmans et islam politique en France, commandé par le ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau, si le sujet faisait jusqu'à présent les beaux jours de certaines sphères médiatiques un tantinet orientées, le voilà propulsé au plus haut sommet de l'État, étant donné que le gouvernement et le président Macron se sont réunis cette semaine en conseil de défense. Rien que ça, un conseil de défense contre ce qui n'est pas concrètement identifié. Le discours islamophobe constitue, quand c'est un Retailleau qui en prend la tête, une forme de légitimation sournoise de l'islamophobie. Retailleau, à la fois ministre de l'Intérieur, on le rappelle, et président DLR et candidat aux futures présidentielles françaises. L'islamophobie en acte, c'est déjà le meurtre atroce dans une mosquée du Gard de Abou Bakar. C'était le fin avril dernier, les médias ayant traité le sujet de manière plutôt spécifique, pour ne pas dire plus, pour ne pas dire mitigé. Peut-on parler d'une campagne islamophobe dans un espace médiatico-politique de plus en plus appuyé? On en parle tout de suite avec un spécialiste à quelques secondes. En effet, prenons la température des médias français à l'endroit de l'islam et de la Palestine, et également de l'Algérie, avec un observateur avisé, Morad Guichard, journaliste, chroniqueur. Bonsoir Morad Guichard. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à vous, cher Karim. Alors, beaucoup de vous connaissent pour vos célèbres chroniques L'œil de Moumo, une chronique au vitriol tranchante sur les dérives des médias, c'est bien ça ? Oui, il y a du pour et du contre. Il y a ce que j'appelle les tops, où je gratifie un peu les confrères, les rares confrères et rares consoeurs qui font le job. Et puis malheureusement, de plus en plus, et je suis obligé de faire le tri, de tout ce qui touche au flop, et donc qui sont des dérives totales et absolues. Mais vous l'avez très bien résumé en introduction, c'est-à-dire que c'était avant cantonné à quelques chaînes. Comme chez nous, c'est CNews, parfois BFM TV, tout le temps I24 News, la chaîne franco-israélienne, qui font de la propagande H24 et qui font de l'islamophobie et même du racisme anti-arabe, appelons un chat H24. Et effectivement, aujourd'hui, ça a pénétré la sphère politique au plus haut niveau de l'État et c'est ça qui devient, je pense, assez inquiétant. Je disais ça pour nos téléspectateurs, pour ceux qui vous ne connaîtraient pas. Donc, allez voir les chroniques de Momo, c'est très intéressant, plaisant et surtout intelligent. On repart toujours avec quelque chose. Alors, Morad, franchement, on fait souvent ici des émissions sur la montée supposée de la haine à l'endroit des musulmans. On a parlé parfois des sorties islamo-critiques, on va dire les choses comme ça, de certaines figures de la politique française, exemple Bruno Retailleau. Alors, question simple, comme ça pour commencer, y a-t-il une forme d'islamophobie institutionnalisée en France ? Ah oui, très clairement. Là, je n'ai plus, j'ai jamais eu à me poser la question de manière aussi nuancée que ça. Là, aujourd'hui, je le dis très clairement, oui, il y a une islamophobie d'État qui est incarnée, comme vous l'avez très bien dit, notamment par Bruno Retailleau, mais qui vient surtout d'être relayée de manière conflictuelle avec cette idée qu'il y aurait une cinquième colonne. Donc je rappelle ce qu'est la cinquième colonne, c'est le danger de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y aurait un danger de l'intérieur qui serait incarné par les frères musulmans. Donc, il y a ce fameux rapport qui est sorti, qui a été notamment, alors ils ont notamment pour sortir ce rapport auditionné des gens comme Florence Bergeau-Blaclair, qui est officiellement une chercheuse du CNRS, qui pose problème au CNRS lui-même parce qu'elle a des positions d'extrême droite. C'est-à-dire elle a des amitiés, elle a des connivences d'extrême droite, elle est régulièrement invitée, alors financée indirectement, puisqu'en fait les colloques auxquels elle participe sont financés par Elnet, vous savez, ce fameux le groupe de lobby pro-israélien et surtout pro-Likoud, proche du CRIF, qui est là pour faire la promotion à n'importe quel coût, n'importe quel prix, je dis bien ça précisément, n'importe quel prix,
de la politique israélienne, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et donc, c'est elle qui va être, par exemple, auditionnée pour ce rapport et qui va donner des éléments qui vont servir à nourrir ce rapport. Donc, c'est carrément une islamophobe qui va nourrir un rapport sur les frères musulmans. Et moi, j'observe assez régulièrement, sur les réseaux sociaux notamment, que les musulmans de France, qu'ils soient français ou avec une autre nationalité, ça on s'en moque en fait. Hein, mais le principal, c'est qu'ils habitent sur le territoire français. Ils vont expliquer régulièrement, quand on a des échanges sur ces questions-là, qu'eux-mêmes ne connaissent pas de frères musulmans. Donc, c'est une espèce de fantasme qui fait que mécaniquement, soit vous êtes un vrai frère musulman engagé. Alors, on n'a pas de nom, on ne sait pas qui c'est. Mais en fait, Mourad, le débat, est-ce que le débat est là réellement? Parce qu'on peut être frère musulman, on peut être ce qu'on veut, tant que les libertés sont garanties. C'est une fois qu'on commet des actes délictueux où la loi juge si l'acte est délictueux et si c'est punissable par la loi, à ce moment-là, on est soit condamné, en tout cas on passe devant une cour, et là il y a des débats judiciaires qui déterminent l'essence, ou en tout cas la caractérisation de votre acte. Mais dire comme ça, il y a une montée de l'islamisme des frères musulmans, n'a pas beaucoup de sens. Donc est-ce qu'on n'est pas en train aussi sciemment de vider le débat de sa substance? Parce qu'on répond à rien. C'est comme George Bush à l'époque qui disait je suis engagé contre la guerre, je suis engagé dans la guerre contre le terrorisme, sauf que le terrorisme, il le nomme pas. On est un peu dans ce cas de figure. Oui, on ne caractérise pas ce qu'on combat, ce qu'on souhaite combattre. Oui, c'était à l'époque de Bush, je me rappelle, c'était le camp du bien contre le camp du mal. C'était diaboliser un ennemi imaginaire, avec en plus le mensonge sur l'Irak, hein, quand même, je rappelle. La guerre en Irak est partie d'un mensonge avec les histoires de fioles, d'anthrax et tout ça. Mais là, on est exactement dans la même configuration. C'est-à-dire que les musulmans, alors les musulmans d'apparence, les musulmans présumés, parce qu'en fait derrière tout ça, c'est un racisme anti-arabe, hein, on va pas tourner autour du pot. Les musulmans de banlieue, idéalement, ce sont soit des gens qui sont séparatistes, c'est-à-dire que, en fait, pour aller vite, par exemple, on rompt de manière régulière des contrats avec des écoles musulmanes, hein, et le principal exemple dans le Nord-Pas-de-Calais. Et dans ce cas-là, les gamins peuvent plus être scolarisés, donc voilà. Et puis ils vont aller dans d'autres écoles, ils vont trouver d'autres écoles, soit dans le public, on les emmerde pour des histoires de voile, d'abaya et compagnie. Et dans ce cas-là, ils vont se retrouver dans des écoles musulmanes et on va les taxer de séparatistes. Soit, ça peut être les deux en même temps, mais ils intègrent par exemple des fonctions prestigieuses au CNRS. Je sais pas moi, dans les ministères et ailleurs. Et là, on va dire qu'ils font de l'entrisme au profit, au service des frères musulmans. Il n'y a aucune preuve de ça, aucune preuve, aucune trace, aucun nom, rien. C'est un fantasme selon moi, qui équivaut au fantasme sur le complot juif mondial dénoncé par les nazis et les courants fascistes français dans les années 30. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que, et je termine là-dessus, quoi que fasse aujourd'hui un musulman ou une musulmane en France, il ou elle sera toujours soupçonné de soit cacher son jeu, avec la fameuse Tarkhéa, soit d'être séparatiste. Donc, ils perdent sur tous les plans. Et c'est ça qui devient dramatique, et c'est appuyé par un rapport officiel. C'est appuyé par le président de la République, qui effectivement a fait une espèce de conseil de guerre, un truc complètement fou, un conseil de défense, pardon, qui correspond à une situation d'attentat terroriste, alors qu'il n'y a rien, qui vient égayer tout ça. Alors Mourad, on parle ici de la seconde religion en France. On est entre 5 et 6 millions de musulmans, en tout cas sur le sol français. Alors, on a eu droit sur pas mal de débats où il était question d'islam. On a eu droit, par exemple, à des discussions très houleuses sur la viande halal, même des repas halal au sein de l'équipe de France. Alors, finalement, je pose aussi la question, est-ce que c'est pas vendeur de parler d'islam matin, midi et soir?
Est-ce que c'est pas une forme de business? Est-ce que c'est pas aussi une forme de, je sais pas, de fainéantisme des journalistes? C'est-à-dire, même sans faire d'enquête, il suffit de balancer les mots magiques islam, islamisme, halal, et tout de suite ça fait vendre. En tout cas, ça attise une forme de débat passionné. Oui, j'ai envie de reprendre une expression qui circule un peu, mais qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il deviendrait sans l'islam et sans les musulmans? Je me pose la question. Parce que, alors moi je parle souvent dans cette fameuse chronique que vous avez eu la gentillesse de citer, L'œil de Moumou sur le Média TV, je parle souvent de ce que j'appelle moi la fenêtre d'Overton médiatique. C'est-à-dire que avant, CNews sortait, I24 News sortait des horreurs, gommait le génocide, gommait la famine à Gaza, gommait l'apartheid, gommait la déportation des Gazaouis. Et puis, petit à petit, il y a eu comme ça CNews qui a fait la même chose, et puis BFM a couru derrière CNews, et puis maintenant, il y a le service public qui court derrière BFM, en l'occurrence France Info pour ne pas la citer, et donc qui tiennent des propos qu'on pourrait entendre sur les chaînes les plus extrémistes. Je me demande, alors Karim, je vous réponds en toute sincérité, alors je fais de la critique média depuis 20 ans, j'avoue que je ne comprends pas si c'est volontariste, si c'est une question d'inculture, si c'est commandé, pas commandé, je ne comprends pas pourquoi, à Alors, ce point-là, les musulmans sont devenus la cible principale de l'ensemble des médias français aujourd'hui. pas l'ensemble des médias au monde, enfin, au niveau de l'Occident, on dit que ça commence à partir du 11 septembre, où certains ont esquissé cette fameuse feuille de route, le choc des civilisations, à savoir les musulmans du monde entier qui tenterait ou ourdirait de prendre toutes les capitales occidentales et de les islamiser. Bon, c'est des fantasmes, en tout cas, il n'y a jamais eu de preuves, il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu de chiffres. Alors, pour revenir sur un sujet bien précis, là, sur la viande halal, alors en France, on a fait des recherches, ça représente un pourcentage minime, à la fois 0,1% de toute la viande consommée, et surtout cette filière n'est pas entre les mains des musulmans, mais appartient à la famille Herzog, qui n'est pas musulmane. Mais on parle jamais, par exemple, on parle jamais de la viande cachère. On fait jamais de débat houleux sur la viande cachère, ne serait-ce que pour comprendre la filière, les chiffres qu'il y a derrière, les personnes employées. On a l'impression qu'on regarde pas trop ça, et c'est fait sciemment aussi. Ah oui, c'est clairement le deux poids deux mesures. Vous voyez par exemple l'ancien Premier ministre quand même, Gabriel Attal, vient de sortir de manière complètement hystérique, vient de sortir une proposition pour stigmatiser, interdire le voile pour les fillettes de moins de, je ne sais plus quel âge, de moins de 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, si on est dans cette logique-là, alors on va dire, allez, on va lui donner quitus. OK, on interdit le voile aux jeunes filles de moins de 5 ans, de moins de 10 ans, de l'âge que vous voulez. Mais dans ce cas-là, on interdit le catéchisme, on interdit la circoncision, on interdit un certain nombre de choses concernant les gamins, mais on interdit la kippa chez les enfants de moins de 10 ans, par exemple. Mais non, ça ne vient pas sur le tapis. Et donc, ça vient alimenter le deux poids, deux mesures. Et je pense que toutes leurs positions extrémistes visant les musulmans viennent en fait, par ricochet, viennent en fait alimenter l'antisémitisme, le vrai, puisque ça donne l'impression forte qu'on favorise une religion et qu'on en défavorise une autre, en l'occurrence évidemment la religion musulmane. Alors, retour sur ce rapport de 73 pages, vous en avez parlé, les mots, peut-être on devrait un peu plus s'arrêter sur le le vocabulaire qui a été utilisé, entrisme des frères musulmans, qui veut dire tout bonnement complot des frères musulmans. Alors, tantôt on est complotiste, tantôt il ne faut pas être complotiste, alors on ne comprend pas où on met le curseur. Alors, il y aurait un complot des frères musulmans, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez oublié peut-être de parler d'un exemple, cela nous rappelle aussi les fameux protocoles des sages de Sion, et on sait comment ces histoires se terminent habituellement. Bon, les protocoles des sages de Sion, c'est ce plan qui aurait été ourdi par certains juifs dans un espace occulte qui viserait à prendre le monde entier, sauf qu'on sait qu'à l'époque, c'était le service secret du tsar qui avait composé le fameux brûlot. Mais aujourd'hui, Bruno Retailleau en parle le plus normalement du monde au sommet de l'État. Oui, mais même le président Macron, c'est lui qui a quand même commandé cette fameuse réunion d'urgence.
et de défense. Non, non, j'en ai parlé tout à l'heure parce que j'ai évoqué indirectement, mais j'en ai parlé parce que j'ai évoqué le sort des Juifs dans les années 30 et la propagande antisémite des années 30 qui était comparable aujourd'hui, mais je le dis très tranquillement, avec preuve à l'appui. Hein. Je le dis très tranquillement. Aujourd'hui, les musulmans, il y a encore un an, je crois, il y a un an, j'avais interviewé deux femmes. Patricia, une Française convertie à l'islam, qui préparait, qui doit y être maintenant d'ailleurs, qui préparait son départ vers l'Algérie, alors que son mari et son enfant étaient encore en France et qu'elle préférait partir. Et puis, une autre jeune femme d'origine maghrébine qui, elle, était déjà installée, qui avait Bac+5, qui était déjà installée au Canada, et parce que les deux, n'en pouvaient plus de vivre ce qu'elle vivait en France. Alors, vous imaginez aujourd'hui. Non, non, c'est une véritable situation d'une violence extraordinaire. Vous avez régulièrement, on voit passer des témoignages, vous avez régulièrement des femmes qui se font arracher le voile dans les rues. Je veux dire, c'est pas possible. Là, j'ai encore vu tout à l'heure une vidéo d'une infirmière qui se faisait interdire d'accès dans un immeuble pour aller soigner quelqu'un, hein, parce qu'elle avait un voile. On est dans une obsession, dans un délire complet qui vise à faire penser que quelque chose se prépare à l'intérieur sur le territoire français de la part de frères musulmans dont personne ne connaît l'identité et que ce soit relayé par l'ensemble de la communauté musulmane. Et ça, c'est terrible. Et tout à l'heure, vous avez parlé du drame de la mosquée du Gard. Il y a les mots et puis il y a les actes. On a connu les mots, on connaît toujours les mots, on voit les actes et c'est quelque chose de dramatique. Il faut vraiment que la France se ressaisisse, selon moi. Moi, vous qui observez les médias depuis pas mal de temps, d'ailleurs, je le réitère, j'invite les téléspectateurs à vous reporter sur vos chroniques. Est-ce que les médias en France auraient besoin, je ne sais pas, d'une forme de refonte, des médias qui seraient en crise? On dit que quand une société est en déclin, le syndrome de ce même déclin touche tous les pouvoirs, y compris les médias. On parle donc en France beaucoup d'islam tout le temps. Mais moins de certains sujets qui touchent par exemple à l'économie française. L'affaire Betaram, on sait qu'on a un Premier ministre, Bayrou, qui s'est parjuré. La dette française est échelonnée à peu près 34 000 milliards de dollars. On a le scandale Nestlé, où la compagnie ne vendrait pas de l'eau de source, mais surtout de l'eau du robinet qui serait tout bonnement infecté par des produits, par des matières fécales. 3 millions de bouteilles seraient touchées. Alors, est-ce que l'islam n'est pas ce voile sur cette 5e République dénudée de scandales retentissants, en fait? Ah bah oui, c'est un effet paravent, cher Karim. En fait, c'est... C'est plus que, est-ce que la France n'est pas en Oui. crise et le voile servirait justement à draper cette crise? Je dis, je synthétise. Un très bon résumé, d'autant que je suis toujours un peu circonspect sur le terme islamophobie. Parce que l'islamophobie, ça veut dire on craint l'islam ou qu'on est contre l'islam. Enfin, oui, contre l'islam, la religion. En fait, non. Là, ils sont clairement partis dans une guerre. Je rappelle qu'on est à un an des municipales et surtout à 2 ans, enfin, un an de la pré-campagne de la présidentielle et à 2 ans de la présidentielle. Et donc, ça va s'amplifier parce qu'il y a une course à l'échalote entre Retailleau, le catholique intégriste vendéen, et Marine Le Pen, Zemmour, qui revient sur le devant de la scène. On est dans une course à l'échalote. Et donc, il va falloir être le plus flingué au maximum les musulmans, être le plus séparatiste, fracturer la société française, et donc taper sur les musulmans pour évidemment faire oublier tout ce qui se passe et tout ce qui intéresse réellement les Français, c'est-à-dire l'emploi, le logement, le pouvoir d'achat, et ainsi de suite. Et donc, oui, c'est évidemment un prétexte. C'est une population malléable sur ces questions-là parce qu'ils essayent d'obtenir un consensus pour dire que l'ennemi et la cause de tous nos maux, ce sont les musulmans. Mais en fait, ce n'est pas les musulmans. Parce que être islamophobe, ça voudrait dire qu'on connaît le Coran, par exemple, qu'on connaît la civilisation arabo-musulmane. En fait, ils ne connaissent pas du tout. Ils n'en ont rien à cirer. Ils ont même pas ouvert un Coran. Ils ne sont pas islamophobes. Ils sont arabophobes, ou pour dire la chose tout simplement racistes. Il y avait un livre qui était sorti il y a 4 ans, on en avait parlé au téléphone, d'Emmanuel Todd, ce qui s'intitulait Oui. Qui est Charlie. Il avait fait un rapport sur les musulmans en France en disant
deux choses, en tout cas, qui m'ont interpellé. Alors la première chose, c'est qu'ils ne sont pas particulièrement croyants pour la plupart. Ils se sont laïcisés finalement. C'est des musulmans qui sont tellement bien intégrés, qui ont aussi prouvé que l'ascenseur social par rapport à leurs parents avait marché. On a de plus en plus de musulmans au sein des universités, des mathématiciens, des médecins. Et finalement, les musulmans se sont tellement bien intégrés, mais ont produit leur propre opinion politique, par exemple à l'endroit de la Palestine. Est-ce que c'est pas justement cette organisation de cette communauté qui commence à faire peur, qui commence à avoir des opinions tranchantes sur la Palestine, sur eux-mêmes, sur l'islam? Est-ce que ça ne fait pas peur quand on la compare avec l'ancienne communauté musulmane, celle des parents, qui était plutôt plus ancrée dans le monde industriel et du labeur, on va le dire, des choses comme ça, qui n'avaient pas le temps de développer une opinion politique? Je vais ajouter un dernier point sur ce qu'on va appeler, je mets toujours des guillemets, mais l'intégration, c'est qu'ils font aussi beaucoup moins, enfin, je veux dire, la génération dont je fais partie, font beaucoup moins d'enfants que leurs parents. Donc le fantasme du grand remplacement et compagnie, c'est complètement bidon. Donc on est vraiment sur un fantasme construit. Et c'est ça qui est extrêmement, je pense, extrêmement dangereux. Mais vous avez prononcé le mot Palestine. L'ensemble de la... Alors moi, j'aime pas le terme communauté, pardon, cher Karim, mais pour moi, entre deux musulmans ou entre deux personnes d'origine maghrébine, il y a autant de différences qu'entre un Polonais et un Canadien. Donc, il n'y a pas de communauté. Justement, ils veulent faire croire, et c'est là que je vous rejoins tout à fait, ils veulent faire croire qu'il y a une seule et unique communauté musulmane, arabo-musulmane, maghrébine, arabe, on l'appelle comme on veut, et que ces gens-là, par essence, sont antisémites, et que c'est pour ça qu'ils soutiennent la Palestine, uniquement par antisémitisme, pas pour des questions humanitaires, hein, ou d'apologie du droit international. Non. Juste parce qu'ils sont antisémites. C'est ça le curseur. Il y a un deuxième débat en France, enfin un deuxième lynchage en France, c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui sont accusés justement de soutenir la Palestine par antisémitisme eux-mêmes et qu'ils se retournent vers les populations arabo-musulmanes donc pour qu'ils votent pour eux, parce qu'ils sont par nature antisémites. Vous voyez, c'est sur tous les fronts. Là, aujourd'hui, un musulman présumé, parce que tout le monde n'est pas musulman, hein, en étant maghrébin, un musulman présumé, aujourd'hui, doit affronter 18 fronts, quoi. C'est intenable, c'est invivable, très franchement. Je vous laisse le mot de la fin. Mourad, on arrive à la fin de la discussion. Est-ce que, plus ou moins, quand vous voyez les médias, vous prenez souvent la température des médias en France, est-ce que vous êtes plutôt inquiet sur une forme de, je ne sais pas, osons le mot, dérive? Ah oui, je suis très inquiet parce qu'il n'y a aucune régulation. Alors, j'aurais deux tout petits mots de la fin. Allez-y. Je suis très inquiet parce qu'il y a une dérive totale et qu'il n'y a pas de régulation des médias. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ça s'amplifie. Il y a une chaîne que vous pouvez peut-être aller voir sans cliquer. Hein. Mais allez voir, c'est Frontières. Frontières Médias, c'est carrément... Alors, ce ne sont plus des journalistes, c'est carrément des militants d'extrême droite, des racistes 3XL qui sont embauchés pour faire du racisme, pour aller pointer tous les faits divers qui pourraient éventuellement impliquer quelqu'un qui a un prénom d'origine maghrébine, et ils ne font que ça. Ce sont des racistes qui inventent des histoires dans les transports et ailleurs. Donc je suis extrêmement peu positif sur l'avenir des médias. Et je voudrais terminer sur mon deuxième mot de la fin, si ça ne vous embête pas, cher Karim. Je voudrais juste, parce que j'ai participé à un Daïn avec nos amis de Reporters Solidaires, je voudrais vraiment, parce que c'est symbolique, je pense, je voudrais qu'on n'oublie pas, j'espère qu'on le voit à l'écran, qu'on n'oublie pas les journalistes, nos consoeurs, nos confrères, qui sont journalistes à Gaza et qui ont été assassinés. Ils sont plus de 220 aujourd'hui, qui ont été assassinés et qui montrent à quel point c'est une gifle au droit international, c'est une gifle au droit à l'information, et que la fameuse super démocratie du Moyen-Orient bafoue le droit international de manière honteuse et de manière complètement assumée. Merci. Et voilà, je voulais leur rendre hommage. Merci pour cet hommage. Mourad Guichard était avec nous, chroniqueur et journaliste. Merci pour cet échange, Mourad. Je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Al24 News et je vous dis à demain.